Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le bokeh, le flou d'arrière-plan, le flou de premier plan, la profondeur de champ, appelez ça comme vous voulez, mais aujourd'hui on va parler de trucs flous. Alors avant toute chose, je teste là un nouveau dispositif avec le petit micro Zoom H2N que j'ai reçu tout récemment. Et si ce dispositif marche bien, si le son est bon, il y a plein de possibilités de réglage du son, donc si c'est pas parfait, excusez-moi d'avance et j'essaierai d'améliorer par la suite. Mais si tout ça, ça fonctionne, ça veut dire qu'on peut aller shooter des vidéos en extérieur, et donc ça va être vachement plus sympa parce qu'on pourra aller à l'endroit où on prend les photos, faire des vidéos de moi en train de prendre des photos, et donc ça pourrait être plus intéressant, plutôt que de parler devant son bureau, quoi. Voilà, ça c'était la petite aparté. Alors, d'abord, le flou, le bokeh, la profondeur de champ, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors le flou d'arrière-plan et le bokeh, c'est à peu près la même chose, globalement. Le bokeh, c'est un terme un petit peu de spécialiste. En gros, ça veut dire que vous allez faire la mise au point sur votre sujet et que vous allez faire en sorte que ce qu'il y a derrière soit flou. Alors on veut parfois que ce soit très très flou pour vraiment se débarrasser de l'arrière-plan, ou alors on veut que ce soit relativement flou pour qu'on devine ce que c'est, sans forcément que ça gêne la vision du sujet et que ça fasse quand même ressortir le sujet. Et des fois on veut que tout soit net. Mais là aujourd'hui on va parler du flou et on va essayer de voir comment on peut faire pour avoir le plus de flou possible. On peut faire aussi un flou de premier plan. Là, par exemple, si on fait la mise au point sur l'infini et qu'on a un sujet qui est très proche, à ce moment-là, notre premier plan va être flou. Et donc, ça peut être aussi un effet souhaité. Et puis, ensuite, la profondeur de champ. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe à expliquer, mais globalement, la profondeur de champ, c'est la zone qui est nette dans votre photo. Quand on dit la zone, c'est une distance par rapport à vous. Donc ça va être un plan parallèle à la prise de vue. Le plus souvent, quand on prend une prise de vue à l'horizontale, ça va être un plan qui est vraiment parallèle à vous, qui vous tenez debout comme ça. Et ça peut être... Donc en fait, la profondeur de champ, c'est la distance par rapport à ce plan de mise au point, la distance avant et après, que l'on estime correctement nette. Parce que évidemment, la netteté, elle va diminuer petit à petit. C'est pas d'un coup c'est net, puis d'un coup c'est flou. Et donc, il y a une question d'estimation. On se dit là, c'est encore correctement net. Puis après, on dit que ça commence à devenir flou. Donc, c'est comme ça qu'on délimine la zone de profondeur de champ. Et selon les réglages que vous allez faire, vous allez pouvoir avoir une zone de profondeur de champ qui fait 18 km, ou vous allez pouvoir avoir une zone de profondeur de champ qui fait 1 centimètre. Voilà. Donc par exemple, si vous allez prendre un portrait de quelqu'un qui est un petit peu de travers, vous allez dans certains cas avoir un œil qui est net et l'autre œil qui est clairement pas net. Alors que quand vous faites des photos de paysage, vous allez avoir un rocher qui est juste devant vous qui est net et la montagne au fond qui est nette aussi. Donc vous voyez que ça, la profondeur de champ, ça peut varier beaucoup et on va essayer de voir aujourd'hui comment on peut jouer là-dessus. Alors déjà, dans quel cas on va essayer d'avoir du flou d'arrière-plan? Ça, c'est des règles communément admises de base. Évidemment, comme d'habitude, une fois que vous maîtrisez ces règles, essayez un petit peu d'en changer, d'en sortir selon les circonstances. Mais je pense que c'est une bonne idée déjà dès le départ de connaître ces règles et d'essayer de s'entraîner à les appliquer. Et une fois que vous êtes un chef, un pro et tout ça, vous pouvez commencer à essayer de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc, où est-ce qu'on recherche beaucoup de flou d'arrière-plan? Très souvent dans les portraits, parce que dans un portrait, ce qui importe avant tout, c'est le visage de la personne, ou le visage et le buste, enfin voilà, mais en tout cas, c'est la personne, et l'environnement a souvent a moins d'importance. Donc, on va faire ressortir la personne avant tout. Donc, dans un portrait, on va essayer d'avoir un arrière-plan assez flou. Quand vous photographiez des objets, souvent aussi un objet qui est dans son environnement, je ne parle pas là de photoproduit, mais plutôt si vous voyez, je ne sais pas moi, un lampadaire que vous trouvez joli, vous allez essayer de le détacher du reste de la ville, surtout quand vous êtes en ville où il y a énormément de choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être gênantes pour l'œil parce que l'œil va se balader partout dans la photo. Il faut essayer de le focaliser sur un point précis. Donc là, on va utiliser le flou d'arrière-plan. Et aussi, je regarde régulièrement par là parce que j'ai mon pense-bête sur l'ordinateur. Et aussi pour cacher un environnement moche. Si vous faites des photos de quelqu'un ou d'un objet ou de votre voiture, je ne sais pas, et que vous êtes sur un parking de supermarché, vous allez essayer de cacher un petit peu le parking qu'il y a derrière. Et parfois, on n'a pas toujours le choix de mettre un bel arrière-plan. Et si vous êtes dans un parc, vous allez avoir des beaux arbres, de la verdure, etc. Vous n'allez pas forcément avoir envie de cacher cet arrière-plan. Si vous êtes dans un endroit, dans une zone industrielle, à ce moment-là, vous allez essayer de flouter au maximum l'arrière-plan pour que ce soit pas gênant à la vue et que ça reste plaisant à voir. Donc voilà, alors quels paramètres
quels paramètres on va utiliser pour jouer sur le flou d'arrière-plan. Le premier paramètre, ça va être l'ouverture du diaphragme. Ça, c'est le paramètre le plus évident. Alors, je vais vous faire une petite démo. Alors, je vais changer d'objectif tout de suite. On va mettre le petit 50 mm f1.8 parce que celui-là, il va vraiment montrer clairement comment ça marche. Alors, j'ai fait une petite installation avec Sean le mouton et avec Timmy. Et donc, on va prendre en photo Sean et Timmy. Alors, je vais me mettre en ouverture, priorité ouverture. Et donc, ça va me permettre de sélectionner différentes ouvertures. Alors, je vais vous montrer. Sur 50 mm, alors je vais essayer de cadrer, c'est pas mal, on est bien. Voilà, on va faire les mêmes photos à chaque fois. Hein. Voilà, donc là on va commencer à f22. Comme ça vous allez voir un petit peu ce qui se passe à f22. Voilà. Ensuite, on va se mettre à f13. On va aller vite, hein, c'est pas... Voilà. Ensuite, on passe à f5.6. Alors, voilà. Voilà. Là, vous voyez que ça commence à déjà bien se flouter en arrière-plan. Là, on est à f3.5. Pour finir, on va aller à f1.8. Et vous allez vite comprendre ce que c'est que du bokeh ou du flou d'arrière-plan. Voilà, là, vous voyez sur cette photo-là, on a vraiment un flou d'arrière-plan très très important. Parce que l'ouverture est très grande. Quand l'ouverture est très grande, vous allez avoir un flou d'arrière-plan important. Quand l'ouverture est très petite, vous allez avoir une profondeur de champ très grande, donc une zone de netteté très grande dans votre photo. Ah oui, alors j'ai ma nouvelle sangle, il faut quand même que je la mette, un minimum, sinon ça sert à rien. Oui, alors, petite précision pour ceux qui ne savent peut-être pas encore, pour avoir une grande ouverture, c'est-à-dire le diaphragme qui est grand ouvert dans votre objectif, on va chercher un petit nombre. Parce qu'en réalité, c'est la focale sur un nombre. Donc comme c'est une division, plus le nombre en bas est petit, plus c'est grand ouvert en fait, en réalité. Donc f sur 1.8, c'est une grande ouverture, f sur 22, ça fait un petit nombre, c'est une petite ouverture. Voilà, ça c'était la petite explication. Ensuite, le deuxième moyen, c'est de changer la focale. Alors on verra parce que ça a d'autres incidences. Si, dernière chose pour revenir sur l'ouverture du diaphragme, c'est un bon moyen d'avoir un flou d'arrière-plan. Pourquoi? Parce que quand on joue sur l'ouverture du diaphragme, on reste à la même distance, donc on peut cadrer exactement comme on a envie notre photo. Et comme le diaphragme est grand ouvert, on a beaucoup de lumière qui rentre. Ça veut dire qu'on peut utiliser un ISO faible, ce qui fait qu'on garde beaucoup de qualité dans notre photo. Et également, on peut... Salut les mouettes. Et également, on peut avoir un temps de pause relativement court, ce qui est bien pour figer votre objet ou votre portrait et ne pas avoir besoin de trépied par exemple. Donc ça c'est des bonnes choses, des bons avantages. Ensuite on peut jouer donc sur la focale. Alors la focale c'est votre niveau de zoom en quelque sorte. Donc là du coup on va changer parce que là on est sur une focale fixe. Donc on va changer et on va faire un petit test à nouveau. Alors là on va passer carrément sur le gros bazar. Sur le 55-250. Tac. On retire le capuchon. On va venir mettre le pare-soleil. Voilà. Et là, je vais mettre à 55. Alors on va prendre on va prendre des paramètres similaires. Donc vous avez compris qu'il fallait ouvrir en grand. Donc là on va ouvrir à f5.6 parce que quand on est à 250, c'est l'ouverture maximale. On ne peut pas aller plus grand que ça. Et alors, hop, c'est parti. Alors pour vous montrer dans cet exemple-là, je vais rester à la même distance de mise au point. Donc ça veut dire que le sujet va grossir dans la photo. Mais c'est normal, parce qu'après on a encore un autre paramètre qui va entrer en ligne de compte. Donc là je suis à 55, on va reculer un tout petit poil par rapport à là où on était à 50. Voilà. Tac. Et ensuite on va se mettre à 250. Et vous allez tout de suite voir que autour de notre ami Sean, eh ben, l'arrière-plan est devenu beaucoup plus flou quand on était à 250. Donc plus vous zoomez, plus vous allez flouter votre arrière-plan. Plus vous zoomez, plus la profondeur de champ va être faible. Donc ça c'est voilà, l'effet de la focale. Enfin, dernier effet important, et c'est pour ça que j'ai pas voulu bouger là sur ce cas présent,
ça va être sur, et là on va remettre le 50 mm pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille. Alors oui, encore une fois, j'ai pas terminé sur la focale. L'inconvénient quand vous changez la focale, c'est que vous allez changer, enfin, vous avez vu la taille du sujet dans votre image. Donc le sujet est devenu beaucoup plus gros, beaucoup plus petit déjà. Et deuxième chose, vous allez changer votre angle de vue. C'est-à-dire que quand on a été à une focale 55, vous avez vu qu'il y avait beaucoup plus de choses dans la photo autour de Shaun que quand on était à 250, où là, autour de lui, il y avait vraiment une toute petite zone, parce qu'on s'est resserré juste autour de ce petit coin-là. Voilà. Dernier élément qui rentre en ligne de compte, et pas des moindres, et qui est souvent un petit peu oublié, c'est la distance de mise au point. C'est-à-dire que si vous faites la mise au point très très loin, si je fais la mise au point sur un lampadaire qui est dans la rue là-bas, je vais avoir une grande plage une grande profondeur de champ, excusez-moi, autour de ce lampadaire. Par contre, si je fais la mise au point sur mon doigt qui est juste devant, la profondeur de champ va être très très faible. Si on fait une grande ouverture, évidemment. Et c'est parce qu'en fait, la mise au point est faite très proche. Donc plus vous faites la mise au point loin, plus vous allez avoir une profondeur de champ importante autour de l'objet où vous avez fait la mise au point. Donc je vais vous faire l'exemple, encore une fois, avec notre Shaun et notre Timmy. Alors on va peut-être pas aller à 1.8 parce que ce sera un peu extrême. On va se remettre à 3.5 par exemple. Voilà, donc là je fais la mise au point ici. Voilà, donc là on devine encore tout à fait bien les maisons derrière et tout ça. Si je me rapproche, alors là ça va être le même effet que sur l'autre, hein. L'objet va grossir. Et là vous voyez que derrière c'est beaucoup plus flou. Alors vous allez me dire, ouais mais en même temps tu te rapproches donc tu grossis l'objet, donc ça va grossir aussi le flou derrière, donc c'est un petit peu de la triche. Alors je vais repasser encore une fois sur un autre objectif. J'avoue que j'aurais peut-être pu organiser les choses dans un ordre un peu différent pour changer un petit peu moins d'objectif, mais c'est pas grave. Ça me plaît bien. Allez, on va repasser sur le 55-250. On va passer sur le 18-55 en fait. Parce que c'est celui que la plupart d'entre vous possèdent. Voilà. Vous avez vu que tout rentre dans mon petit sac. Hein. Alors ça commence à être bien serré à l'intérieur. Mais pour l'instant ça rentre. Voilà, on met le pare-soleil. Ouh, c'est pas bien de forcer là-dessus. Et c'est parti. Donc là cette fois-ci, pardon. On va faire en sorte que Timmy et Shaun aient la même taille à l'intérieur de notre... on va se mettre à F5-6 aussi. Prennent exactement la même place dans le cadre. Donc je vais me mettre d'abord à 55. Voilà, donc là je fais le focus sur l'œil et j'ai Timmy en bas à droite. Voilà. Et si je me rapproche, on est toujours à 5.6, très bien. Et là cette fois-ci, donc il faut que je me rapproche beaucoup plus parce que là on est plus vers du grand angle. Il galère un peu, voilà. Et là vous voyez que derrière c'est beaucoup plus net. Alors l'exposition est à peu près la même. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus net. Et donc là, la seule chose qui a changé, c'est que, enfin comme dans le cas précédent, hein, certes on a changé la focale, mais surtout on a fait la mise au point beaucoup plus près. Voilà, donc ça c'est aussi un élément qui rentre en ligne de compte, la distance de mise au point. Donc avec tous ces éléments-là, vous savez maintenant comment faire un maximum de flou d'arrière-plan. Donc on va mettre ça en pratique. Pour faire le maximum de flou d'arrière-plan, on va essayer déjà avec cet objectif kit, justement, que la plupart d'entre vous possédez. Alors, comment dire, si on s'en fiche totalement de l'angle de vue, si on s'en fiche totalement de la taille de notre objet, si on s'en fiche totalement de tout ça, à votre avis, quel va être le réglage idéal pour faire un maximum de profondeur de champ? Alors déjà, l'ouverture. L'ouverture, c'est facile. L'ouverture, on ouvre le plus grand possible. Donc là, je suis à 3.5 parce que je suis à 18 mm. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? La focale. La focale, on la met au maximum, à 55. Là, je la mets à 55. Alors du coup, je passe à 5.6 parce que c'est pas une ouverture constante. Et ensuite, dernière chose, on se rapproche le plus possible du sujet. Donc on va se rapprocher comme ça. Et là, on va réussir à avoir notre profondeur de champ. Le max. Alors on peut même se dire, je me rapproche le plus près possible jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à faire la mise au point.
Alors, vous voyez, on peut se rapprocher vraiment très proche. Là, il n'y arrive plus. Ou sinon, un bon moyen, c'est de faire un petit peu comme en macro, c'est que vous passez en focus manuel et vous poussez le focus jusqu'au bout. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez être vraiment à la meilleure zone. Alors là, je l'ai mis dans le mauvais sens, voilà. Vous vous rapprochez, vous rapprochez, vous rapprochez. Voilà, hop. Et là, on prend la photo. Et donc là, bon, on est très très près de l'objet, mais vous voyez qu'on a vraiment un flou d'arrière-plan immense, vraiment énorme. Et donc là, on a optimisé notre flou d'arrière-plan. Le problème, c'est que le plus souvent dans les photos, vous ne dites pas que votre objet, vous pouvez le prendre aussi près. Vous avez un objet ou un sujet, et sa taille dans le cadre, c'est vous qui allez la définir. Donc là, par exemple, moi j'ai toujours envie de voir Sean et Timmy au minimum dans la photo. Donc on va essayer de maximiser notre flou d'arrière-plan avec. Et là, on va faire une expérience parce que j'ai pas la réponse. Mais on va le voir ensemble quand même. Euh, C'est-à-dire que on va rester à ouverture constante quand même. On va se mettre à 5.6 à chaque fois. Mais on va essayer à 55, sachant que on a la profondeur de champ qui se réduit parce qu'on a une focale plus grande, on zoome. Mais quand on est à 18, on a l'avantage de pouvoir se rapprocher de l'objet. Donc on va voir un petit peu lequel des deux a la meilleure profondeur de champ. C'est-à-dire est-ce qu'il faut privilégier un grand angle où on se rapproche de l'objet, et donc faire une mise au point plus proche, ou est-ce qu'il faut privilégier de zoomer, quitte à faire une mise au point plus loin. Donc on va essayer d'abord au 18 mm. On va se mettre à 5.6. Voilà. Et on va remettre dans le cadre nos amis. Alors je vais me remettre en autofocus du coup. Voilà, Sean et Timmy. Voilà. Donc là j'ai fait la mise au point à 50-60 cm à peu près. Et ensuite, donc on va passer à 55 mm. On est toujours à 5.6. Là comme on est zoomé, on se met plus loin. Voilà. Et là, on va donc regarder le résultat ensemble. Et vous voyez que le résultat il est assez spectaculaire. Vous avez tout à fait intérêt à zoomer énormément, plutôt que de vous mettre au grand angle, même si vous êtes un petit peu plus près. Donc, quelque part, la troisième solution qui est de jouer sur la distance de mise au point, vous pouvez l'oublier un petit peu, dans la mesure où en général, vous allez choisir vous-même la taille de l'objet dans votre cadre. Et à ce moment-là, vous avez tout intérêt à vous éloigner et à utiliser votre téléobjectif pour avoir une longue focale. Voilà, et ensuite, je me disais qu'on pourrait finir par une dernière petite expérience. Parce qu'en fait, dans certains cas, on peut avoir une profondeur de champ trop faible. Alors c'est difficilement visible avec cet objectif-là. Donc je vais repasser sur le 50 mm. Hop là. Il est là. Et alors sur le 50 mm, on va refaire exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire que, alors bon, zoomer au maximum, on ne peut pas vraiment zoomer là-dessus. Mais on va se mettre à f1.8. On va prendre notre photo, toujours la même. Voilà, tac. Donc là, ouverture maximale, zoomer à fond forcément parce qu'on est à 50 mm. Et là, quand vous regardez, alors je vais peut-être changer les paramètres un petit peu, je vais surexposer pour que vous puissiez voir le détail sur Timmy notamment. Alors on va zoomer pour regarder, mais normalement, on a un œil qui est net. Et vous voyez que Timmy, par exemple, il n'est pas net. C'est-à-dire que si vous regardez la tétine de Timmy, elle n'est pas nette, elle est floue. Si vous regardez ses yeux, ils sont flous. Parce qu'en fait, on a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, une profondeur de champ tellement faible, peut-être de l'ordre de 1,5 cm ou 1 cm, que tout n'est pas net sur notre sujet. Certes, on a un beau flou d'arrière-plan, mais comme notre sujet n'est pas totalement net, ça fait un effet un peu bizarre. Parfois, c'est un peu artistique, les gens aiment bien, mais généralement, on essaye pour un portrait ou quelque chose comme ça d'avoir au minimum les deux yeux nets, et souvent au moins le contour du visage, peut-être jusqu'aux oreilles, les cheveux nets, etc. Donc, parfois, on a trop de flou. Alors là, il faut essayer du coup de remonter un petit peu, f2,2, 2,5. J'ai remarqué qu'en général 2,8 ça marchait pas trop mal pour les portraits. Alors là je fais à 2,5. Alors je suis désolé, je dois regarder un petit peu là-dessus en même temps, hein. Mais vous l'avez qui s'affiche à l'écran. Donc là on voit que la tétine est nette.
Par contre les yeux sont pas encore tout à fait nets, les yeux de Timmy. Donc on peut passer à 2,8 ou 3,2, on va essayer 3,2. Et je pense que là, on devrait être pas trop mal. Et vous voyez que le flou d'arrière-plan est quand même bon, hein, donc on n'a pas forcément besoin de toujours avoir une énorme ouverture. Par contre, ce que vous savez maintenant, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de réglage idéal. C'est-à-dire que là, ça a marché à 3,2. Mais le truc, c'est que ça dépend de la distance de mise au point. Vous savez que la distance de mise au point, ça joue aussi. Et 3,2, c'est le bon réglage pour ce sujet-là, avec cette distance de mise au point là. C'est-à-dire que là, on est à 1,50 m à peu près. Si je veux reprendre mon sujet, mais plus large, c'est-à-dire que si je me recule comme ça, et que je veux prendre, voilà, les deux en entier sur le rebord de la fenêtre, voilà. Alors là, je l'ai repris à 3,2, donc tout est net, il n'y a pas de problème. Par contre, je vais redescendre et je vais mettre à 2,2, ou alors 1,8, allons-y, comme des fous. Hop là. Et comme on est plus loin, si vous vous souvenez bien, la distance de mise au point est plus loin, on est peut-être à 2,50 m, 3 m, la profondeur de champ va être plus grande, et donc peut-être que normalement, que là à 1,8, et bien tout sera net sur notre sujet. Et quand on regarde, il faut zoomer un petit peu plus, donc là on perd un petit peu en qualité, mais on est à peu près net. Alors c'est pas encore parfait, mais je pense que peut-être à 2,2, quelque chose comme ça, on devrait être bon. On regarde, et effectivement à 2,2, tout est net. Donc vous voyez, à 1,50 m, il fallait passer à 3,2, à 2,50 m, 3 m. 2,2, ça suffit pour avoir tout le sujet net, et du coup maximiser le flou d'arrière-plan. Voilà, c'était une longue vidéo, mais c'était une vidéo que j'avais envie de faire depuis un sacré moment, parce que c'est un exercice qu'on fait, qui est important pour la photo, parce que c'est... Oui, c'est... Comment dire, les flous d'arrière-plan. Ah, je vous ai pas fait de flou de premier plan, hein, on va faire ça vite fait juste. Toujours avec le même sujet. Alors là, je suis surexposé, donc on va sous-exposer un peu. Pas trop, hop. Et là, je reprends ma même photo, sauf que je vais changer l'endroit où je fais la mise au point et je vais le mettre dehors. Et là, vous voyez que le premier plan est totalement flou. Donc c'est exactement le même exercice, hein. Il n'y a pas de secret. Et voilà, donc c'est terminé. J'espère que ça va vous aider à faire des beaux portraits, à faire des belles photos d'objets dans la rue. Voilà, vraiment pour isoler un sujet. Je sais que notamment les gens qui font de la photo de nourriture aussi, ils utilisent souvent une profondeur de champ très très faible. Voilà, bah écoutez, pour cacher aussi des endroits moches, si vous allez dans la zone industrielle de Dunkerque, bah, vous serez content de savoir faire ça. Et vous avez vu que même avec l'objectif kit, qui n'a pas une grande ouverture, qui n'est pas un truc qui vaut des centaines d'euros, c'est quand même possible de faire, de faire une profondeur de champ faible et d'avoir un beau flou d'arrière-plan. Donc voilà, on a fini un petit peu sur ce sujet. Dernière petite note où je dirais que les spécialistes qui comparent les objectifs comparent la qualité du bokeh, la qualité du flou d'arrière-plan. Et là, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, notamment à la même ouverture, si vous prenez différents objectifs, vous n'allez pas avoir les mêmes cercles, c'est-à-dire que si vous avez une petite lumière ou un point lumineux ponctuel, quand vous allez créer un flou, ça va créer un cercle. Et donc je sais que selon le nombre de lames qu'il y a à votre diaphragme, etc., ça va changer la forme. Certains vont avoir une belle forme bien ronde, d'autres vont être plus hexagonaux, donc moins jolis, etc. Donc les gens qui sont très très soucieux de ces choses-là vont regarder ça. Il y en a aussi qui créent un espèce de petit dessin en forme d'oignon au milieu de chaque cercle, et ça c'est pas joli, c'est pas très... Voilà, les gens n'aiment pas trop. Et puis dernière chose aussi, c'est que comme ça dépend de la taille du diaphragme, ça veut dire que si vous... de la forme du diaphragme surtout, si vous décidez de... si vous avez envie, vous pouvez faire des formes rigolotes. Donc c'est-à-dire que si vous découpez un petit cœur, une petite étoile, et que vous le placez... Alors, si vous le placez devant l'objectif, j'ai jamais vraiment essayé, mais il y a des gens qui ont fait ça, notamment Arnaud Thierry, je crois, avait fait une vidéo là-dessus, très très bien, je vous mettrai le lien en dessous. Vous mettez une petite forme devant, et du coup, tous vos flous d'arrière-plan vont reprendre cette forme. Donc vous pouvez avoir toutes vos images de guirlandes de Noël ou de choses comme ça, avec des cœurs, avec des étoiles ou des choses comme ça. Donc il y a de quoi vraiment bien s'amuser avec les flous d'arrière-plan. J'espère que cette vidéo vous sera un petit peu utile, et puis moi je vous dis donc à très bientôt, et j'espère aussi que le son aura bien marché. Et donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!